Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, Classico. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. avec Steve Nadjar. Radio J. La rentrée a donc également sonné pour la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Une entrée en scène déjà stimulante pour les Parisiens qui recevront demain mardi soir la Juventus Turin. Quelques petites infos d'abord sur le groupe parisien pour ce match. Blessé samedi à Nantes, Vitinha sera bien là alors que Fabien Ruiz fera sa première apparition dans le groupe. Paris se présente-t-il selon vous messieurs dans les meilleures dispositions pour ce premier grand choc de la saison, ou au fond est-ce que ce qu'on a vu depuis le début de la saison en Ligue 1 ne présage pas réellement de ce qu'il adviendra face aux grands d'Europe, si tant est, on en parlera dans la deuxième partie, que la Juve soit encore un grand d'Europe. Grégory Schneider pour démarrer. Je pense que jusqu'ici, ils sont un petit peu sur les temps de passage, mais en fait, on a l'impression un peu de temps de passage de fiction ou de comédie, puisque le foot hexagonal est organisé de telle manière à ce qu'il oppose une équipe à 800 millions d'euros de budget annuel à des équipes qui en comptent 30. Donc ça veut dire que vous mettez des cartons, ça veut dire que vous avez une grande latitude par rapport à ce qui se passe, vous pouvez toujours rattraper les coups, la valeur individuelle est telle qu'ils sont au-dessus qui sont très au-dessus du jeu, donc c'est très difficile pour eux. Vous laissez Neymar sur le banc, vous mettez 3-0 à votre adversaire. Oui, et ça peut faire 6. Moi j'ai été marqué par le match à Toulouse, où Toulouse va au bout du bout de ce qu'ils peuvent mettre, mais ça fait 3-0 et Dupé fait le match de sa vie. Il sort 5-6 arrêts d'extraterrestres. Donc en fait on a l'impression, et quelque part c'est eux qui sont à plaindre dans cette équation-là, Paris Saint-Germain, parce que tu ne te connais pas en fait. Tu sais pas, tu vas jamais chercher les limites, et la seule manière de chercher tes limites, c'est de te rapprocher, c'est-à-dire il faut que ton adversaire les dessine quelque part. Donc c'était le cas avec Monaco, en tout cas pendant la première mi-temps. Mais je trouvais même pas, parce qu'en fait, Galtier avait parlé de ça, il avait dit, en fait, mes joueurs ont été surpris de l'engagement qu'a mis Monaco et j'ai été surpris que mes joueurs soient surpris. Donc en fait, il a mis ça sur un plan comportemental. Mais sous-entendu, c'est l'histoire d'un match. Ça ne dit rien de l'étiage ou du niveau du Paris Saint-Germain. Donc j'ai l'impression d'un gigantesque, pas poker menteur, mais et puis ça peut durer, hein, parce que je suis pas sûr que la Juventus révèle aussi ses limites-là. Je suis pas. Et de toute façon, la saison s'arrête dans 2 mois, hein, puisque c'est. Donc on a l'impression de renvoyer toujours à plus tard. Et pour eux, ça ne doit pas être simple. Voilà. Benjamin, mais quand même, on sent une nouveauté cette année, depuis l'arrivée de Galtier, depuis le début du championnat. Alors certes, l'adversité n'était peut-être pas là au rendez-vous, mais on a suffisamment critiqué le PSG quand même en championnat l'année dernière et les années précédentes, ils ne faisaient pas le taf. Là, ils le font plutôt très bien. On disait ça aussi à l'époque de Thomas Tuchel, en tout cas pour la première saison. Mais entre-temps, il y a eu Pochettino qui est arrivé, et il y a eu des temps plus difficiles en championnat, et on les a beaucoup critiqués pour ça. Et là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on dirait qu'ils ont remis les 2 pieds sur le championnat. Effectivement, il n'y a plus débat, en tout cas depuis le début de l'année, sauf une mi-temps contre Monaco, où ils ont bien rectifié le tir. Tu l'as dit, Neymar est sur le banc, ça se passe bien, il y a de la rotation, il y a des replis défensifs, il y a de l'implication de tous, il y a du mouvement, il y a de la vitesse, il y a tout ce qu'on veut. Donc pour répondre à ta question initiale, pour l'instant, ils arrivent dans les meilleures dispositions. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Oui, parce que, comme il dit, le match de Monaco, c'est vrai qu'il est difficile, mais c'est un match à 3 poteaux parisiens quand même. Donc ça peut aussi bien se terminer par une soupe. Donc c'est effectivement, cette alerte n'en est pas vraiment une, je trouve. Et ils ont redressé la barre, donc c'est intéressant. Il y a quelque chose d'important aussi. Tout ce que vous dites est totalement exact et je suis d'accord à 100%. Même l'OM qui a joué contre Nice, dont on croyait que ça allait être le test, en fait on s'est rendu compte que c'est pas le test. Donc même l'OM qui finalement aujourd'hui a le même nombre de points que Paris. Il y a peut-être un peu moins de différence entre Marseille et les autres équipes. Complètement. Alors là, avec Paris, il y a un avantage, et c'est vrai que récemment on s'en a aperçu, c'est qu'on a retrouvé Messi. Il a fait des matchs exceptionnels. Il est dans les équipes type chaque semaine et il a touché je sais plus 80 ballons hier ou 140 ballons et 80 passes. Je crois qu'il a 20 passes décisives sur l'année 2022, c'est un record. Ça peut jouer pour la Ligue des Champions. C'est pas la Coupe du Monde, c'est pas justement cette Coupe du Monde qu'évoquait Grégory Schneider. C'est sûr que ça les motive. C'est sûr et certain que ce soit Neymar, que ce soit Messi, c'est sûr qu'ils sont appâtés par le fait qu'il y a la Coupe du Monde dans 2 mois et demi. On en reparlera après en janvier, mais pour l'instant on n'y est pas et on va profiter. Profitons. On va avoir un premier trimestre très sympa. Ne balayons pas le truc en disant c'est la Coupe du Monde. C'est aussi, il faut s'arrêter quand même un peu sur le bénéfice de cette direction sportive, de cette direction technique, de Galtier, de Campos, d'Antero Henrique qui a été beaucoup, j'ai vu là, il y a une espèce de polémique et autres. Antero Henrique, il faut l'applaudir à deux mains parce qu'il a réussi à faire ce que personne. On n'a pas l'impression que Luis Campos est envie de Mais j'ai du mal à comprendre parce que il a quand même réussi là où tout le monde a échoué ces dernières années. Il a fait partir tout le monde, sauf Icardi.
Donc c'est plus un loft, c'est devenu un studio le truc. Alors, Donc faut quand même le féliciter. Ouais, Grégory Schneider, Diallo est parti, racontez-nous un petit peu les coulisses. Ils sont plus là en tout cas. Ouais. Tout à fait. Ouais, alors, mais pour prendre des joueurs qui sont pas forcément meilleurs à certains En tout cas, le coach n'en voulait plus. Ouais. Les coulisses de la relation entre Non, c'est Luis Campos et c'est-à-dire que quand Enrique. Campos c'est un peu beau jeu, c'est-à-dire que bon, Enrique c'est vrai les a ventilés, mais en fait il les a ventilés gratos ou presque. Ils prennent 80% du salaire de Draxler à Benfica. Donc dans ces cas-là, je suis Benfica, je prends Draxler tous les matins. C'est-à-dire il y a quand même aucune espèce de risque. Donc effectivement, Campos attaque Enrique en disant oui, mais à ce compte-là, n'importe qui, par exemple, ils vendent Idrissa Gueye 2 millions à Everton. Si Idrissa Gueye vaut 2 millions, ils avaient acheté entre j'y comprends plus rien. 30 et 40 à l'époque. Oui, et puis c'est un joueur éprouvé, même à 32 ans, c'est un voilà. Donc, mais là où je trouve effectivement ça relativement injuste de reprocher ça à Antero Henrique, c'est que les mecs sont assis sur des contrats phénoménaux. C'est pas souvent Antero Henrique qui les a fait signer. Et vous savez, un joueur, il a jamais 1 euro. Hein. Ça, c'est pas comme ça qu'il fait. C'est pas. Donc quelque part, effectivement, il lui a amélioré ses conditions de travail. Maintenant, l'argent n'est pas rentré, et après, c'est des prêts avec option d'achat. On sait très bien que les options seront pas levées. Donc c'est un petit peu en trompe-l'œil, si vous voulez. Mais en attendant, les conditions de travail de Galtier ont été restaurées puisque c'était l'argument de Galtier. Un groupe réduit. Voilà, il a dit moi je veux 25 mecs à l'entraînement, il a ses 25 mecs à l'entraînement. Donc ça quelque part, effectivement non, je comprends ce qu'il dit, il y a quelque chose de, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu plus vertueux. Par exemple Galtier en conférence de presse, il dit les choses. Enfin dans la mesure où il peut les dire, il les dit, où il essaie de les dire, où il va un peu à minima sur les contre-vérités, où il y a quelque chose. C'est-à-dire que Pochettino était allé très très loin dans la langue de bois pendant une saison et demie. C'était quasi une provocation parfois. On était à la limite. Mais là, donc, on a l'impression d'avoir retrouvé un petit quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus. J'ai des infos, toi, de comment ça se passe à l'entraînement avec Galtier au quotidien. Ils travaillent comme des chiens. Ça c'est la vérité. Alors, et ça, le loft, on s'est demandé si le loft n'avait pas été constitué pour ça quelque part. Parce qu'en voyant les mecs l'après-midi faire des tours de terrain avec un type qui avait un diplôme, bon voilà, les gars se sont dit bon Dieu, j'ai quand même intérêt à chauffer parce que moi c'est. Et par capillarité, ceux qui étaient menacés ont entraîné les autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous entraîner avec 15 mecs à fond et Neymar et Messi qui... Donc ils ont effectivement, mais ça a été dit par vous, ils ont réussi à enclencher un truc un peu plus vertueux sur l'effort, sur le travail, sur le... Il y a quelque chose comme ça qui s'enclenche. C'est Neymar qui incarne cette nouvelle manière de travailler. Quelque part, ils ont mis le feu aux fesses en fait, à Neymar. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, en multipliant les messages, on ne sait pas s'il sera là demain, comme Galtier qui sort ça en conf de Neymar, on ne sait pas s'il sera là demain, il est content aujourd'hui, mais pour l'avenir on verra. Donc l'autre est devenu fou, et il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais montrer tout autre chose. En fait, piqué dans... ils ont réveillé la bête, ouais. Ils ont réveillé la bête et on a vu un tout autre Neymar. Donc le clan Mbappé s'en amuse aussi en disant il aurait peut-être fallu le faire plus tôt. Donc pour avoir ce rendement-là. Donc effectivement, ça, l'air de rien, on peut toujours discuter de la méthode, mais ils ont réveillé Neymar. On voit tout autre Neymar depuis 3 mois. Même s'il dribble plus, il court, il est présent. Donc effectivement, il y a quelque chose de comment dire, il y a quelque chose de vertueux dans l'air. Dans le jeu, dans ce qu'ils dégagent, c'est beau. Dans le plaisir qu'ils prennent du coup, parce que quand les mecs courent, il y a du plaisir. Ce renouveau de Neymar ne gêne pas Mbappé. Non, il gêne pas Mbappé si ça permet à Mbappé d'atteindre ses objectifs. Voilà, c'est personnel. Oui, personnel et même collectif. C'est-à-dire que, en fait, le directeur sportif aujourd'hui, c'est Mbappé. Hein. Il a tout obtenu. Hein. La crémière, le lait, le fonds de commerce, les murs, et la distribution. Donc il a tout le. Donc, en fait, Mbappé, il a en tout cas son argumentaire quand il a négocié avec eux, c'est n'importe quoi. Les mecs font annuler les entraînements, ils arrivent en retard et c'est le Club Med. Et je veux plus de ça. C'est vrai que Neymar est arrivé une fois bourré à l'entraînement, par exemple. Donc, vous l'avez écrit dans Libération il y a quelques il est arrivé. Donc effectivement, ils ont fait remonter, Pochettino a fait remonter en disant faut quand même le sanctionner. Leonardo a dit non, ça s'est arrêté là. Donc Mbappé a dit c'est terminé, c'est plus possible, l'espèce d'en plus de coterie sud-américaine. Donc en plus vous me farcissez Di Maria, vous me sortez Icardi, vous me sortez Paredes. Donc il y a eu des exigences posées par le Mbappé. En tout cas, sur tous les copains de Neymar, fallait un peu faire maigrir donc un peu isoler Neymar. Mais ce faisant, ils ont de fait réveillé Neymar. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Vous êtes content de le voir comme ça. Voilà, et quelque part, le fait de rendre Neymar au football, c'est pas rien. Ah oui, c'est sûr. C'est pas un super joueur quand même, il faut s'en rappeler. Voilà, quand qui donne du plaisir, qui donne du voilà. Donc moi, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui traîne. Ouais. Donc c'est autant la direction que la méthode Galtier en fait. C'est autant la pression qu'ils lui ont collée pendant l'été que l'entraînement, la méthode Galtier. Oui, et les renforcements, parce qu'en fait, ils ont identifié, enfin Mbappé a identifié, c'est ça que l'angle mort du club, c'était l'entraîneur, parce qu'il était pris entre des joueurs tout puissants et une
direction à Doha. Donc en fait, il y a une espèce de, comment dire, c'était un peu le point faible. Ouais, c'est Donc, ça. et en fait, sur le point faible, t'as mis 2 hommes. T'as mis Galtier et t'as mis Campos. Galtier sort un truc hallucinant lors de sa présentation. Il dit, si j'ai un problème avec un joueur, avant d'aller le voir, je vais voir Campos. Et Campos va voir le joueur. Donc c'est pas, on n'est pas en train de parler d'un petit quelque chose. Donc en fait, ils ont renforcé cet axe-là en mettant 2 hommes. Galtier gère le terrain et Luis Campos gère les hommes. Voilà, gère les hommes et pas comme un rigolo, manifestement. Donc c'est un peu entre le père Fouettard ou l'idée du père Fouettard, ou en tout cas ils ont renforcé cette cheville-là. Et effectivement, pour l'instant, ils ont obtenu ça. Donc on voit tous, effectivement, ils courent. Il y a de la puissance, il y a pas de laisser aller. Il y a du plaisir aussi. Il y a du plaisir, voilà. Ouais. Donc je suis tout à fait, voilà. Alors le 11 possible demain du côté du Paris Saint-Germain, on parlera de la Juve tout à l'heure. Donnarumma dans les cages évidemment, défense à 3 avec Ramos, Marquinhos, équipe MB qui sera bien là malgré un avertissement reçu lors du dernier 8e de finale retour contre le Real. Oui, Benjamin. La présence de Ramos aussi, c'est un choix de la direction sportive. L'année dernière, il n'était pas là, alors il était sur une jambe. Cette année, il revient, il apporte quelque chose dans le jeu, il apporte sans doute quelque chose dans l'envie, dans l'expérience. On a enfin Ramos qui est arrivé, et ça, pareil, c'est un choix de Galtier de jouer à 3 derrière. Pour le sécuriser, ouais, pour exactement. le sécuriser, il est là, voilà, ça tourne bien. On a Marquinhos, il y a Kimpembe qui s'est décalé un peu. Ça marche très bien, donc pareil, c'est un choix fort et c'est un choix important. Et tu es passé tout à l'heure sur le gardien. Pareil, il a clarifié les choses là où c'était absolument pas clair. On verra ce que ça donne maintenant. Donnarumma n'est pas très très rassurant. Mais ça, je suis assez convaincu de ce que tu dis. Mais pour autant, il a clarifié les choses. Voilà. Il a fait un choix. Et voilà. Navas est toujours là. Oui, mais après, et ça sera compliqué. Comme il dit, tu peux discuter du choix, mais d'abord, faut le faire. Il a fait un choix. Voilà, donc voilà. Tu discutes après. Tu discutes après. Voilà. Pourquoi Pochettino n'a pas pu faire le choix l'année dernière? J'imagine qu'il s'est trompé, c'est tout. Il s'est trompé. Est-ce que le choix ne lui a pas été rendu impossible par la direction? Je pense que c'était compliqué. Navas, c'était assez proche de Neymar, de Paredes et des Sud-Américains. C'était difficile. Bon, il n'est pas interdit de penser que c'est le meilleur gardien des deux. Ça, je vous laisse tous, enfin, ou ceux qui nous écoutent. Donc, c'était quand même un peu compliqué compte tenu de son passé. C'est un mec qui a gagné 3 Ligues des Champions. T'avais pas cette latitude-là, en gros. Et Donnarumma était un coup de Leonardo en plus. Donc, on voyait pas pourquoi Pochettino aurait fait la planche à un joueur amené par Leonardo. Il y a des choses un petit peu là, au moins. Ouais, alors, tandis que là, honnêtement, là, c'est carré, puisque Galtier c'est Campos c'est Galtier, et les deux c'est Mbappé. Donc tu t'es l'air de rien, tu dessines un trait. Non mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour l'instant ça marche du même pas. Mais ça lui a fait un peu de mal à Donnarumma cette saison quand même l'année dernière, parce que il est arrivé au Paris Saint-Germain après un Euro extraordinaire. Et cette saison lui a fait beaucoup de mal. Le match à Madrid lui a fait énormément de mal. Derrière, il y a eu des erreurs encore avec le PSG, avec l'équipe nationale. Et là, cette année, effectivement, on sent que c'est pas encore l'assurance touriste. Donc cette foutue histoire d'avoir 2-1 prime, c'est une erreur. La preuve, Donnarumma, ça lui a coûté cher et je pense qu'il est encore en train de se reconstruire, ça se voit. Au milieu, Verratti, Vitinha ou Renato Sanchez. Vitinha va mieux, c'est ce qu'on a pu lire tout à l'heure. Vitinha, très bonne recrue. Hakimi et Nuno Mendes, alors on y va. Très bonne recrue, Vitinha. Excellent joueur. Vas-y. Non, j'ai trouvé que c'était la meilleure recrue du PSG cette année. C'est impressionnant. Et avec Verratti, ils forment un duo incroyable, c'est-à-dire que les deux sont un peu frêles, enfin c'est pas des molosses, on va dire, mais entre les passes chirurgicales et hyper rapides de Vitinha et la maîtrise du ballon. Est-ce que ça manque pas un peu de muscles pour la Ligue des Champions sur le plan athlétique? Moi je trouve que moi je dirais non, parce que en fait déjà c'est des combattants exceptionnels. Bien sûr. On Verratti, on le sait, et on sort Vitinha du championnat portugais qui est quand même l'un des pires. Pour émerger, il y a que des Sud-Américains, donc c'est très difficile. Et surtout dans le foot, ce que vous gagnez d'une certaine façon, vous pouvez le perdre d'une autre, mais le récupérer. C'est-à-dire que du coup, vous gagnez en qualité technique, vous gagnez en circulation de ballon, vous gagnez en rapidité de passe. Voilà, c'est impressionnant. Donc est-ce que c'est pas, tu t'acceptes pas de payer un petit prix sur la densité physique parce que tu récupères ça? C'est des profits et pertes. Et un entraîneur doit se poser cette question. T'as jamais tout en fait. Il faut à un moment donné, tu peux pas faire jouer Navas et Donnarumma. Voilà. Mais non, mais quelque part donc je trouve que c'est une option. Elle a le mérite d'être claire. Et puis non, c'est des chiens. Enfin, c'est des joueurs très durs. Vous arrivez pas à ce niveau-là sans être capable de tout laisser. Ruiz qui a signé, donc qui sera aussi dans le groupe et qui va peut-être apporter justement cet aspect physique qui est un peu puissance, tout à fait. Alors, puis Danilo est là encore, il l'a fait rentrer. À chaque fois qu'il rentre, il joue. Il rentre derrière, il rentre au milieu. C'est un bosseur, il fait son taf à chaque fois et il amène cet aspect physique en effet lui. Et puis devant donc le trio infernal Messi, Mbappé, Neymar. On est rejoint maintenant par un auditeur. Bonsoir Elie.
Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Ta vision de ce premier match de Ligue des Champions, plutôt optimiste ? Alors optimiste, je sais pas, parce que on joue quand même une équipe italienne. Donc on les connaît, les Italiennes. Ça peut finir par 1-0 à la 60e minute sur un cafouillage. Et Dieu sait qu'on en a pris des cafouillages en Ligue des Champions. Donc pas optimiste. Après, moi, j'ai du mal avec le milieu de terrain. C'est-à-dire ? J'adore Verratti, j'adore Vitinha. Je les adore les deux. Mais à mon avis, ça manque un peu d'impact. Et s'il n'y a pas un des trois derrière qui monte pas au pressing à tour de rôle, donc un coup Ramos, un coup Marquinhos, un coup Kimpembe, ça passera pas. Ça passera pas en Ligue des Champions, ça passera pas contre des équipes peut-être un petit peu plus fortes. Après, contre Benfica, contre Haïfa, contre d'autres équipes dans ce style-là, il n'y aura pas de souci. Mais quand ça va être un peu plus dur, c'est pas possible que ça passe. Déjà l'année dernière, avec 3 milieux de terrain, ça passait pas. Et Verratti avec Vitinha, aussi fort avec le ballon qu'il est, à un moment donné, quand on prend le bouillon, si à 3 ça fonctionnait pas, alors à 2, ça pourra jamais fonctionner. Sur ces doutes exprimés par Elie, Je comprends, mais ça dépend comment tu veux jouer. Après, c'est vrai que même des équipes au très haut niveau, donc là on va parler des quarts de finale, des demi-finales, et même des équipes à dominante technique, comme la plus technique de toutes, c'est City, la mieux calée collectivement. Là, il se trouve qu'au milieu de terrain, c'est des tueurs à gages, les mecs. Vous avez Rodri, vous avez Gundogan, c'est des joueurs d'une dureté exceptionnelle, d'une puissance exceptionnelle. C'est-à-dire que vous vous dites que même eux font pas l'impasse sur la dimension athlétique, alors que s'il y a une équipe qui peut se le permettre, c'est City, parce que s'ils veulent te jongler, ils jonglent. Mais effectivement, on en revient là. Moi, je persiste à croire qu'il y a un espace, mais je comprends ce que dit l'auditeur. On va pas avoir peur du milieu de terrain de la Juve qui, franchement, on va en parler dans quelques instants. C'est pas le plus là, c'est pas Rennes. Non, mais tu vois, c'est pas Rennes de l'autre côté. Mais de manière générale, indépendamment de la Juve, pour la suite de la compétition. Non, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Grégory. C'est vrai que, Vitinha, il a amené une technicité que n'a pas Verratti. Verratti, il est extraordinaire avec le ballon et autres, mais on connaît ses défauts de se retourner, se re-retourner, de redribbler. Vitinha, c'est beaucoup plus simple. Ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Bien sûr, mais c'est une autre manière de jouer. C'est une autre manière de jouer. C'est une autre manière de jouer. Et d'ailleurs, si tu regardes les derniers matchs, pardon, Elie, t'as là contre Nantes samedi, Marquinhos qui vient parfois au milieu de terrain. Alors on expliquait que il s'était fait sacrément insulter. Marquinhos pouvait apporter cette densité physique au milieu. Et il le fait. Et lui, il a l'impact physique qu'il faut. Et derrière, t'as encore Ramos, Kimpembe, il y a du monde. Donc c'est plutôt cohérent tout ça. Elie, mais c'est pas dans l'aspect offensif dont je parle. C'est vraiment sur l'aspect défensif à la perte du ballon entre guillemets. Mais au-delà de ça, regardez le match contre Monaco, le seul demi-accro qu'a eu PSG, parce que les autres matchs, on a joué contre des plots, donc faut pas déconner non plus. À partir du moment où il y a de l'impact physique en face, si Verratti subit un pressing qui dure un peu plus de 20 minutes, ce sera certainement le cas demain soir, derrière c'est compliqué. C'est compliqué de ressortir le ballon. Il n'y avait pas Vitinha contre Monaco. Il n'y avait pas Vitinha contre Monaco, mais ça restera quand même compliqué. Je veux dire, à 2, ça fonctionnera. À un moment donné, ça fera un couac. Le système à 5 derrière, aussi sympa axé sur un jeu vidéo, en vrai, ça tiendra pas. Il n'y a aucune équipe qui a gagné avec des champions comme ça. Et peut-être Tourelle, il a réussi, mais encore. Ça fonctionnera pas. Moi, j'ai du mal à y croire. Les latéraux, ils sont très très forts, mais ils doivent être beaucoup plus décisifs que ça. Ils le sont pas assez. Il n'y a pas eu une passe décisive de Nuno Mendes. Comment il s'appelle ? Il a marqué ce week-end. Oui, d'accord, il a marqué ce week-end parce que Neymar, il l'a mis sur le poteau. Il n'a pas marqué parce qu'il a amené quelque chose. Ils sont très forts, les latéraux, mais ils ne sont pas assez décisifs pour ce genre de système. Grégory. Non, alors, Elie a vu un truc, il y a un horrible soupçon sur le Paris Saint-Germain que Benzema a jeté sur la place publique en mars dernier, qui est que si tu prends Verratti, tu règles le problème des lancements de jeu du Paris Saint-Germain. Donc Benzema l'a dit avec toute cette sagesse, hauteur de vue et ce détachement qu'il caractérise désormais. Et c'est vrai que contre Monaco avait décidé de faire la baston à Verratti et on les a plus vus. Le temps que pour plus Verratti c'est pas enlevé. Il a quand même essayé de faire. Mais c'est vrai qu'en lui faisant la bagarre, tu t'as réglé le problème. Alors c'est d'autant que c'est pas compensé par Vitinha. Si, parce qu'il n'y avait pas Vitinha ce jour-là. Donc effectivement, t'as l'impression que Vitinha est un peu là pour ça. Mais il y a quand même, au fond, comme dit Elie, il y a quand même ce petit truc qui, si tu prends la plaque tournante. Mais comme pour City, c'est une machine collective, ceci, cela. Mais si tu mets un bras à De Bruyne au bout de 4 minutes de jeu et qu'il est moins bien, c'est plus du tout la même équipe. Aujourd'hui qui marque avec n'importe quel ballon. Oui, mais jusqu'à l'année dernière, tout le monde mettait un bras
à De Bruyne dans les 10 premières minutes. Tout le monde s'est amusé à ça toute la saison. Le malheureux. Donc quelque part, il y a un peu ce soupçon qui traîne. C'est un peu une part de mystère qu'il faudra quand même lever. Faut garder un œil. Il a raison. Merci beaucoup Elie d'avoir été avec nous. Merci à à bientôt vous. dans Classico. Merci. On va écouter Merci, au revoir. Christophe Galtier qui s'exprimait justement sur les défis maintenant de la saison autour de la Ligue des Champions. On l'écoute. Concernant la Champions League, évidemment, c'est un autre niveau. J'ai regardé cet après-midi attentivement la Fiorentina contre la Juve. Et on sait que ça sera un match évidemment différent. Ça sera un match différent de la Juve. Ça sera un match différent que ce qu'on a vécu ce soir. Je viens du terrain et l'habitude de jouer la Champions League depuis des années. Et, on ne peut pas s'attendre à un match facile. Ça sera un match très engagé où il y aura automatiquement l'envie de jouer et de créer des situations, de marquer des buts, mais en étant aussi très structuré sur un plan défensif où tout le monde va devoir faire beaucoup d'efforts pour l'emporter. Tout le monde va devoir faire beaucoup d'efforts, dit Galtier. Est-ce que les trois devant, le trio magique, Messi, Neymar et Mbappé, vont devoir en effet faire des efforts défensifs, de repli défensif beaucoup plus importants? On sait que Neymar le fait très bien depuis le début de la saison. Ouais. Mbappé un petit peu moins. Peut-être que face à la Juve ou d'autres grands d'Europe, ça sera nécessaire, Benjamin. Bien sûr que ce sera nécessaire. Et c'est l'un des défis de Galtier, on le sait très bien. Et pour l'instant, il le réussit. Donc encore une fois... il souligne que ce qui a été fait là, c'est très bien pour le championnat. Peut-être qu'en Coupe d'Europe, ça ne sera pas suffisant. Bien sûr, mais on le sait. Est-ce que les joueurs vont le faire l'effort? On le sait tous. Et encore une fois, je pense qu'au sein du Paris Saint-Germain, et comme l'a dit Grégory, Mbappé a bien identifié ce qui n'allait pas et certains qui ne faisaient pas assez les efforts. Et cette année, tout le monde, en tout cas on a l'impression, a compris qu'ils n'y arriveront pas s'ils ne font pas les efforts collectivement. Et c'est ce qu'on voit depuis le début. On a l'impression de voir vraiment une équipe. Voilà. Donc ça prolonge un peu le débat, excuse-moi. Excuse-moi, Greg. Ça prolonge un peu le débat, justement. On parlait du milieu de terrain, donc plus créatif avec Vitinha, et moins physique. Et si les attaquants font le job de revenir, ça va les aider aussi à remonter le ballon. Et comme ça va très vite avec Vitinha, parce que le principe pour lui, c'est de tout de suite donner la passe qui va vers les attaquants et d'aller au but. S'il continue de respecter les consignes qui sont celles de Galtier, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème. Déjà parce que, ça vous allez en parler, la Juve est plutôt mal en point. Contre la Fiorentina, c'était pas un très grand match. Ils ont même pas frappé au but, je crois, de toute la deuxième mi-temps, si je ne m'abuse. Ils sont, c'est sûr que le Allegri est quand même en ce moment très critiqué, qu'il y a beaucoup d'absents aussi, parce qu'on vient d'apprendre que Di Maria est absent. On va en parler juste après, dans quelques instants. Grégory, sur ce dernier point, sur les replis défensifs parisiens, en tout cas les attaquants parisiens. L'idée, c'est qu'a priori, il y en a quand même un trop dans le western, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les trois peuvent pas se permettre. Alors Neymar, moi je l'ai toujours vu, en tout cas dans les gros matchs, je me souviens j'ai toujours vu faire ses même efforts. Un peu nerveux parfois. Oui, parfois un peu ostentatoire. Regardez bien, je suis en train de le faire. Il y a un petit côté un peu notamment contre le Bayern. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est comme quand tu sors 5 minutes avant de sortir, tu vas tacler dans la boue pour saloper le maillot parce que t'en as pas. Voilà, t'en as pas assez. Donc il y a un petit coup. Non, mais en plus c'est un joueur qui a. Bon, alors Mbappé, Mbappé, c'est très intéressant parce qu'il porte le projet sportif. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est pour ça qu'il avait justifié, c'est comme ça qu'il avait justifié l'exécution des pénaltys. C'est-à-dire que le fait que Neymar n'avait pas à lui prendre. C'est-à-dire qu'il dit, moi, j'ai dessiné le projet sportif, je le porte sur mes épaules, donc je dois tirer les pénaltys. Et là-dessus, Neymar prend les pénaltys. Et que fait Mbappé? Est-ce qu'il va piquer une crise? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il porte le projet sportif. Et il faut être sur la position raisonnable, il faut être sur l'exemplarité. Et je pense que ça peut le suivre sur ces histoires de repli défensif. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que je le vois pas se démettre ou sortir du cadre collectif en tout cas dans ces soirées-là, parce que c'est très important. Et surtout, il porte le il bruit. Peut pas. S'il le fait lui, pour le coup, s'il le fait lui, tu peux plus le. Donc il vit quand même avec cette idée-là, croyez-moi, avec cette idée qu'il peut pas vraiment, il a pas trop de latitude par rapport à ça. Il peut pas faire rentrer dans la bagarre avec Neymar sur cette histoire de péno. Il peut pas. Et ce faisant, on peut espérer qu'in fine, ça le fera grandir et ça lui fera, passer des paliers où il assumera un petit peu plus ce qui se passe autour de lui. Parce que jusqu'ici, c'est quand même un joueur individualiste et qui a l'intuition que tout ce qui peut se passer de bien pour son équipe passera par lui. Donc, je ne le vois pas lui se démettre. Alors, il reste notre ami Messi. Alors là, si quelqu'un l'a vu défendre, c'était, je sais pas. Moi, j'ai jamais trop vu.
faire ça. Si c'est faire 3 pas de côté pour faire style, voilà, peut-être tu peux en supporter un, mais pas 3. Donc il faut que les deux autres le Neymar et fassent. Mbappé donc. Ouais.